Dans le Mac de la Santé, aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Vic. Bonjour Vic. Bonjour. Alors, tu es atteinte d'une pathologie rare de la rétine Oui. qui t'a rendu aveugle. Aujourd'hui, tu es avec nous dans le Mac de la Santé. On va parler Oui. de toi, de ta maladie et puis du chant que tu fais parce que tu chantes Ouais. super bien. Merci. Et aujourd'hui, on est mardi, t'es pas à l'école? Non. Non. Mais même si j'aime pas trop rater l'école, je suis trop contente d'être là. Bah, donc, on est grave content de te recevoir et donc on te retrouve dans quelques instants. Et je crois que si tu es d'accord, tu vas nous chanter un petit morceau de chanson. Oui. Eh ben, tout de suite. Et en tout cas, l'émission commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue au Mac de la Santé, je suis ravi de vous accueillir après ce week-end de Pâques où j'imagine que vous avez pu profiter comme nous du chocolat, mais en quantité raisonnable, hein, n'est-ce pas Rim? Toujours. Mais Jimmy, je dois vous confesser, j'ai mangé du chocolat au lait. Je peux rester ou pas quand même? Moi, non. je m'en vais. Ah ouais, non, franchement, Non, avec je Jimmy. pense que là, Allez, ouais, bonne Rim, émission, salut. non, bah oui, Non, bon, non, c'est la fin de ça- cette émission. Du chocolat au lait, mais oui, vous avez raison. Oui, faut se faire plaisir. Faut se faire plaisir, avec modération. Docteur Fabien Farge, bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes médecin urgentiste C'est d'un ça. genre un peu particulier parce que vous nous sauvez de situations plus improbables les unes que les Exactement. autres. Et aujourd'hui, on parle de petites bestioles coincées dans l'oreille. Dans l'oreille, voilà. Et comment sortir une mouche qui est coincée dans l'oreille avec un lasso. Très nouveau. C'est Fort Boyard. C'est ça. C'est vrai, c'est plus le mec de la santé, c'est Fort Boyard. Edouard Malagré, bonjour. Bonjour, Jimmy. Un coup de cœur pour l'association portée justement par Vic, Par qu'on a vu Vic, en la début d'émission. très jeune marraine de l'association Les Yeux de Vic. Vraiment, j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Le Mac de la Santé, c'est également du reportage. Et dans notre série Le Pouls de la France, nous irons à Carcassonne, à la découverte de l'association Portez-moi pour un rêve qui permet à des personnes en situation de handicap de visiter des monuments. Nous répondrons ensuite à toutes vos questions autour d'une pathologie dont on n'ose pas toujours parler, car tabou, la descente d'organes qu'on appelle dans le langage médical le prolapsus. Il sera question de prolapsus du rectum, de la vessie ou encore de l'utérus. Et nous serons avec une chirurgienne urologue spécialisée. Je vous rappelle que nous sommes en direct, que vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS au 41 555. Et il est 13h39. Oui, c'est l'heure du journal avec Emma Strack. Bonjour Emma. Bonjour Jimmy, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez passé un bon week-end? Excellent, ensoleillé, chocolaté, tout ce qu'il faut. Ensoleillé et chocolaté, c'est une très jolie expression. Alors aujourd'hui, on s'arrête sur une histoire extraordinaire, celle d'un homme qui n'est ni médecin ni chercheur, mais qui a réussi à sauver sa chienne d'un cancer en utilisant l'intelligence artificielle. Cet homme, c'est un Australien, Paul Cunningham, et voilà sa chienne, Rosie, 8 ans. Alors, on lui diagnostique un cancer de la peau, elle est épuisée et on ne lui donne que quelques mois à vivre. Et comme les traitements classiques ne fonctionnent pas, Paul explore une autre piste. Il se met à dialoguer avec l'intelligence artificielle et il explore l'idée de concevoir un traitement personnalisé, un vaccin ARN notamment, pour sa chienne, et les résultats sont là. La plus grosse tumeur a largement diminué et Rosie retrouve de la mobilité et ainsi certaines activités. Et pour en parler, nous sommes ravis de recevoir le professeur Jean-Emmanuel Bibeau, médecin, chercheur en cancérologie à l'hôpital européen Georges Pompidou, c'est la PHP et c'est à Paris. Bonjour professeur. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors cet homme, Paul Cunningham, il n'est pas ingénieur, il est scientifique, mais rien à voir avec... Enfin, il est ingénieur, il n'est pas médecin plutôt, mais rien à voir avec la médecine. Finalement, ça veut dire quoi? Qu'avec de l'IA, on peut tous se mettre à trouver des vaccins ou c'est quand même un peu plus compliqué que ça? Alors, ce qu'il faut bien comprendre pour décrypter un petit peu, c'est qu'il n'a pas fait le vaccin tout seul. Hein. Il avait d'abord contacté un laboratoire qui fait de la génomique pour séquencer son chien. Et ensuite, il a contacté un deuxième laboratoire pour faire véritablement le vaccin ARN. Donc oui, ChatGPT a été utilisé, mais pas tout seul, quoi. Oui, donc en fait, l'IA lui a donné accès à des spécialistes. Est-ce qu'on peut dire que l'IA permet quand même d'une certaine façon de démocratiser l'information médicale et de nous rendre davantage acteurs? Bon là, il s'agit de son chien, mais acteurs, on va dire, de notre santé. Je pense que c'est exactement ça, en l'occurrence. Ce qu'on voit avec cette histoire, c'est que c'est quelqu'un qui, a priori, a des compétences plutôt informatiques et qui va aller pouvoir s'ouvrir à la biologie et à la médecine et qui va du coup chercher à exploiter ces outils-là pour son chien, en l'occurrence. Mais c'est ce qu'on voit aussi avec les patients. En fait, un ChatGPT, ça permet, entre autres, de démocratiser l'accès à l'information. À ce stade, on peut dire que c'est fiable ou pas? Parce que nous, on est encore un petit peu mitigés sur la question. Alors ça, on va dire que le jury ne s'est pas encore complètement prononcé sur la perfection de ChatGPT et puis d'autres modèles de ce genre-là en médecine. Il y a pas mal d'études qui montrent que ça fonctionne très bien, d'autres qui sont un peu plus prudentes. Donc sans doute qu'il y a beaucoup de bonnes choses à en tirer, mais il y a aussi encore notamment le problème des hallucinations
quand ces types de modèles-là inventent des choses qui n'existent pas. Et donc, il y a sans doute encore beaucoup de prudence à avoir quand on s'en sert au quotidien. En tout cas, est-ce que ce qu'on peut dire, peut-être pour revenir au cas qui nous intéresse, de cet homme, de son chien, de ce médicament, qu'on peut imaginer que l'intelligence artificielle permette de gagner du temps, notamment en matière de recherche? Alors très clairement, un des développements les plus importants en IA, c'est sur on va dire la pharmacie, c'est-à-dire le développement de médicaments. Vous savez qu'un médicament, ça peut prendre 10 ans à développer parfois, ça peut coûter des centaines, voire des centaines de millions de dollars, voire $1 milliard. Et donc, on sait déjà qu'on peut, par exemple, se servir de l'IA pour aller beaucoup plus vite. Parfois aussi reprendre des vieux médicaments et puis on se rend compte qu'ils peuvent servir pour de nouvelles maladies. Donc il y a tout un champ de recherche qui est très 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 important et donc il y a beaucoup d'espoir sur cette thématique-là. Ouais. Espoir porté notamment par les vaccins ARN dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on peut dire que ça marche dans certains cancers. On vous explique le principe d'un vaccin ARN. On va prendre une tumeur qui peut exprimer à sa surface une particularité qui lui est propre. Et l'idée des vaccins ARN, c'est de récupérer cette particularité pour en extraire ce que vous allez voir, le matériel génétique, à savoir notamment son ARN. Puisqu'on sait qu'à partir de l'ARN, on peut faire le chemin inverse, c'est-à-dire reproduire la protéine à la surface pour stimuler votre système immunitaire. Donc une fois qu'on a récupéré l'ARN, qu'on l'a décodé, on va l'injecter et votre corps va produire finalement la protéine qui code pour cet ARN. Et votre système immunitaire va se dire, mais tiens, il y a quelqu'un d'étranger qui est présent. Ce n'est pas la tumeur, mais on voit bien qu'elle est présente. Et par conséquent, votre cellule du système immunitaire, les lymphocytes, vont reconnaître à la surface du cancer la protéine qui est anormale pour ensuite détruire le cancer comme si on détruisait un simple virus. Ça, c'est pour le chien. Est-ce que aujourd'hui, c'est une piste prometteuse pour l'homme et peut-être pour certains types de cancers particulièrement? Alors, c'est une piste très prometteuse. Il y a notamment des résultats pour le cancer du pancréas. Il faut bien comprendre, ceci dit, que c'est pour l'instant du domaine de la recherche clinique. Ce n'est pas des médicaments que l'on peut utiliser au quotidien quand on a ce type de maladie-là, malheureusement. Et ce qui est intéressant dans le cas justement du chien Rosie en question, c'est qu'effectivement, il a synthétisé cet ARN M et en même temps, il a aussi donné de l'immunothérapie. Et donc, on imagine qu'on peut booster, entre guillemets, le système immunitaire en donnant la carte d'identité du cancer par l'ARN M et en levant les barrières grâce à l'immunothérapie. Donc la combinaison de ces deux molécules-là peuvent vraiment changer les choses. C'est-à-dire que dans 20 ou 30 ans, peut-être qu'on ne traitera plus du tout les cancers tels qu'on le fait aujourd'hui et qu'on aura peut-être des vaccins, tout simplement. Ce qui est sûr, c'est que dans 20 ou 30 ans, on ne traitera plus du tout de la même manière. Ça, c'est une certitude. Et à mon avis, sur l'ARN M et l'immunothérapie, on est plus à un horizon 5 à 10 ans, grand max. Ouais. Cette histoire quand même d'un homme qui s'organise tout seul par l'intelligence artificielle de son côté avec son argent, parce que forcément c'était aussi un engagement financier, ça pose quand même des questions éthiques, non ? Alors oui, et d'ailleurs, si on lit l'article original, il explique qu'il a passé pas mal de temps sur justement les démarches éthiques, puisqu'on pourrait imaginer qu'on se mette à faire des sortes d'expérimentations hors de tout contrôle, alors que vous savez que les expérimentations, notamment sur le corps humain, sont extrêmement réglementées, ça doit passer par des comités de protection de la personne, etc. etc. Et c'est très important que ça passe par là. Et donc oui, il y a sans doute une réflexion à mener sur qu'est-ce qui se passe quand on met en fait, dans les mains des plus grands nombres des outils qui permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, exactement comme ça. En tout cas, c'est fascinant et c'est porteur d'espoir. Absolument. Grâce à l'intelligence artificielle et au progrès de la science, on puisse traiter les cancers, je veux dire, comme un petit problème dans quelques années. Un jour peut-être, oui. Eh bien, merci beaucoup, professeur. Je rappelle Merci que vous êtes l'auteur de ce livre « Cancer confidentiel, l'histoire du cancer des secrets d'hier aux révolutions de demain ». C'est aux éditions des Équateurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Aujourd'hui, a lieu à Lyon un sommet international consacré au One Health. Comprenez, une seule santé. Oui, cette approche repose sur l'idée que les santé humaines, animales et environnementales sont étroitement liées. Évidemment, les microbes ne s'arrêtent pas à nos frontières et certains parviennent à traverser la barrière des espèces. Et c'est sur ce principe de santé globale qu'un projet de collaboration visant à prévenir la tuberculose a vu le jour entre l'hôpital d'Avicenne à Bobigny et le Congo. Regardez ce reportage de Farah Kessri, Benoît Lordelot et Maureen Marion. Est-ce que vous pouvez respirer avec la bouche ? Bien sûr. Diakité Bakary souffre de tuberculose, une maladie bactérienne très contagieuse qui se contracte principalement par voie aérienne. Il n'y a jamais eu de cas de tuberculose autour de moi. Moi, je me dis, je l'ai eu ici, dans le métro, un truc comme ça. Pourtant, la tuberculose est rare en France. Les symptômes pulmonaires de Diakité se sont déclarés il y a 4 mois et il n'a pas quitté la France depuis plusieurs années.
En France, il y a 5000 cas par an, mais en Île-de-France, c'est assez fréquent et surtout, vous êtes originaire du Mali. Et moi, je pense pas si je l'avais au Mali. Après, au Mali, il n'y a pas beaucoup de tuberculose. Hein. Au Mali, il y a beaucoup de tuberculose. Ouais, il y en a beaucoup, mais en fait, la tuberculose, on peut l'avoir, elle dort dans votre corps, et puis après se réactiver. C'est difficile de savoir si le patient a été contaminé ici ou dans son pays d'origine. C'est pourtant une question de santé publique, car la tuberculose est aussi une zoonose, une maladie qui peut être transmise à l'homme par les animaux. Dans ce laboratoire sous haute protection, Frédéric Legall traque les microbes responsables de la tuberculose. La tuberculose chez l'homme est liée à plusieurs types de mycobactéries. Et donc la majoritaire présente chez l'homme, c'est la Mycobacterium tuberculosis. Mais il existe une espèce de mycobactérie qui est présente chez les vaches, transmise par les vaches, qu'on appelle Mycobacterium bovis. Et il est possible de retrouver cette souche chez les patients aussi. Une traque qui va au-delà de nos frontières. Parmi ces échantillons, certains proviennent du Congo. Dans le cadre d'un projet partenaire appelé Thalès, plus de 600 prélèvements ont été réalisés dans ce pays sur des humains, des vaches, ainsi que sur des chimpanzés. Le projet Thalès est typiquement un projet qui vise à faire du One Health. Ne pas seulement essayer de faire un diagnostic ou de suivre une infection uniquement dans un focus humain, mais l'idée c'est de pouvoir élargir ce spectre, puisqu'il y a cette interconnexion très forte entre le monde sauvage, les animaux domestiques et les patients qui vivent dans des conditions de grande promiscuité. Et ces transmissions-là, il faut les juguler et puis identifier ces liens de transmission et où est présent la tuberculose. Ce projet de santé globale a aussi permis de fournir du matériel de recherche et de former des équipes sur place afin de dépister et aider la population à mieux se soigner. Une aide qui vise aussi à protéger la santé des Français. Si le traitement n'est pas bien pris par ces patients, il peut y avoir des phénomènes de résistance au traitement par des mutations de la mycobactérie, et ce qui fait qu'au final, ces souches résistantes ou multirésistantes pourraient arriver sur le territoire européen et finalement engendrer des difficultés de traitement sur le territoire. Pour éviter un tel scénario, une collaboration de santé mondiale devient indispensable. Car chaque année, sur les 5 nouvelles maladies émergentes, 3 sont d'origine animale. Vous avez peut-être déjà levé votre verre et trinqué à la santé de vos proches, une tradition qu'on retrouve également sur nos téléphones et qui pose question. Oui, vous vous apprêtez à envoyer un message type SMS, vous écrivez le mot « santé » et là, l'application vous suggère d'ajouter à votre texte un emoji du genre coupe de champagne ou chope de bière. Une association d'idées et même tout un imaginaire collectif bien ancré que dénonce l'association Addiction France. Et pour elle, cela contribue à juste titre à normaliser la consommation d'alcool, notamment dans des contextes liés à la santé. C'est vrai que pendant longtemps, on a prêté à l'alcool des vertus pour la santé. On a dit que c'était antiseptique, bon pour le cœur, bon pour la digestion aussi. On parlait même de digestif. On mais en a dit des aujourd'hui, bêtises. ouais, on peut affirmer que la consommation d'alcool nuit à la santé. Alors pour montrer le côté absurde de dire santé quand on trinque, Addiction France fait un parallèle. C'est comme faire un doigt d'honneur à quelqu'un qui part se faire opérer. La santé ne passe ni par des doigts d'honneur, ni par la consommation d'alcool. Eh bien, merci beaucoup Emma et à demain. Dans quelques instants, dans notre dossier du jour, nous répondrons à toutes vos questions autour de ce qu'on appelle le prolapsus, qu'on dit également descente d'organes. Nous serons avec le docteur Sophie Hurel. Elle est chirurgienne urologue. Dans notre série Le Pouls de la France, nous irons à la découverte d'une association qui permet des personnes en situation de handicap de pouvoir visiter des monuments. Un coup de cœur pour l'association Les Yeux de Vic. Et Vic, elle a 13 ans, vous l'avez vu en tout début d'émission. Elle est atteinte d'une pathologie rare de la rétine. Et c'est le coup de cœur d'Enora qui sera en plateau avec nous. Que faire si un insecte se retrouve coincé dans votre conduit auditif, c'est-à-dire dans votre oreille? Eh bien, vous allez voir qu'il ne vous faut qu'une seringue. C'est la chronique du docteur Fabien Farge, notre urgentiste préféré. Nous répondrons à la question de Nicolas, un téléspectateur qui aimerait savoir comment se passe le don de moelle osseuse. Est-ce que ça marche? Combien de temps il faut? Et puis, est-ce qu'il faut s'inscrire sur des registres? Eh bien, c'est Rim qui lui répond dans un instant. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS au 41 555 et il est temps de retrouver nos chroniqueurs. Hyper jalouse, nous.
Jalouse qu'on dit. L'urgentiste préféré? Bah oui, j'adore c'est ce que nos tu dis, moi. chroniqueuses Des préférées. chouchous dans cette émission. Ah, mais comme c'est le seul urgentiste, je vais me fâcher avec personne en fait. Donc, Assume. bon, aujourd'hui, Enora, une chronique très spéciale puisque vous êtes venue accompagnée de Vic. Vic, Oui. rebonjour, salut. Bonjour. Donc, tu as 13 ans, tu es atteinte d'une déficience visuelle depuis ta naissance et tu es là parce que tes parents ont monté une association. Mais là, on est mardi. Normalement, tu es à l'école. Et à l'école, ça se passe comment? Est-ce que tu es dans une école, on va dire, classique, normale, avec d'autres enfants qui, eux, voient normalement? Oui, je suis dans une école classique, dans un collège classique, normal. Et j'utilise un ordinateur braille pour donner à mes professeurs sur clé USB les devoirs. Et du coup, bah, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, et tu travailles bien à l'école? Oui, ça va. C'est vrai? Évidemment, c'est la Tu as meilleure. une bonne moyenne? Oui, ça va. Ouais, je crois que tu es un peu humble, je crois que tu es une très bonne élève. Ouais, elle est très, très douée. Alors Vic, incroyable son parcours, hein, vous l'avez dit. Alors, c'était encore un bébé quand les médecins lui ont découvert une maladie rétinienne très très rare qui s'appelle l'amorose de Leber et qui rend donc aveugle. Il n'y a pas de traitement pour cette maladie, enfin du moins pas encore. La recherche s'y attelle, mais la seule chose qui pourrait éventuellement marcher, c'est la thérapie génique. Vous savez, ça consiste à introduire du matériel génétique dans les cellules pour guérir la maladie. En gros, ça serait une injection dans chaque œil, mais ça coûte des sous et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut donner au Téléthon, par exemple. On a la chance d'héberger sur France Télévisions. Et c'est donc pour sensibiliser à cette maladie rare que la maman de Vic, Sophie Le Chevalier, a décidé de monter une association, Les Yeux de Vic. Absolument. On aperçoit Sophie ici avec sa fille. Sophie, c'est une femme extraordinaire qui est en coulisses, là, évidemment, et qu'on salue, qui est optimiste, combative. Et donc, en 2016, elle a créé l'association Les Yeux de Vic, un peu grâce à ton parrain, d'ailleurs, Vic, hein, parce qu'en fait, ton parrain, c'est un monsieur aussi plein d'énergie qui crée, en fait, des courses, des événements sportifs dans les Alpes pour, justement, donner des sous aux associations. Sophie s'est dit, je vais faire la même chose. Moi aussi, je vais créer des événements sportifs, entre autres, pour récolter des sous pour la recherche et pour accompagner les familles qui traversent la même chose qu'eux. Elle a créé notamment le Corsica Raid, qui a été un carton il y a quelques temps et qui a permis de récolter des sous. Et justement, Vic, si ta famille est très sportive, toi, tu fais du sport. Et est-ce qu'il y a des sports que tu aimes plus que d'autres? J'adore vraiment faire tout ce qui est à sensation, genre du ski, du roller. J'aime beaucoup l'escalade. J'aime bien la randonnée, la nage aussi, toutes les choses dans l'eau, tout ça. T'as peur de rien. Hein. Ah ouais, t'as peur de rien. C'est pas les sports les plus tranquilles que tu choisis. C'est fou. Alors pourquoi est-ce qu'il faut récolter des fonds aussi pour la recherche? Parce que les livres, par exemple, les livres en braille, ça coûte cher. Il y a une partie qui est remboursée, mais pas complètement. L'association finance aussi des logiciels pour les adolescents qui sont aveugles, voire même des ordinateurs un peu particuliers comme le tien, Vic. Parce que l'ordinateur de Vic, il faut savoir qu'il coûte quand même pas moins de 10 000 €. Donc ça aussi, c'est remboursé, mais pas entièrement. Et puis la grande fierté de Sophie, c'est d'accompagner aussi les familles qui viennent d'accueillir au monde un petit enfant unique comme Vic. Et moi, je suis en admiration devant cette famille, devant cette maman qui se bat. Et je suis surtout en admiration devant notre vedette qui est ici, Vic. Parce que toi, tu as une voix, mais vraiment de fée, je dirais. Et tu es tombée amoureuse de la chanson, mais dès ton plus jeune âge. Je crois que tu avais 3 ans, 3-4 ans. Ouais, j'adorais chanter vraiment tout le temps. Et à mes 5 ans, j'ai demandé à mes parents de prendre des cours. Et depuis, j'ai jamais arrêté. T'as jamais arrêté. Et c'est la marraine de l'association, bien sûr. Hein. T'es la marraine de l'association, t'as que 13 ans. Et ça représente quoi pour toi, justement, cette association, Vic? Je pense que quand les gens, quand les familles ont un enfant non-voyant comme ça leur donne peut-être de l'espoir de voir des vidéos d'enfants qui ont la même chose, qui font plein de choses et tout ça. Je pense que c'est vraiment bien d'avoir fait ça. Ouais, tu dirais que t'es heureuse dans la vie, Vic? Ouais, trop. En plus, avec une voix absolument incroyable. Est-ce que tu accepterais de nous chanter justement un petit morceau, une petite chanson? Oui. Eh ben, on t'écoute, c'est à toi. Le plateau est à toi. Le plateau du Mac de la Santé est à toi. Encore un soir sous l'orage, je me maquille pour faire croire à mon miroir que tout va bien. Oui, là j'aperçois des larmes sur tous mes pinceaux de star. Seuls savent que je pleure comme toutes les autres. Où est mon reflet dans le noir? Pourquoi vouloir détruire mon miroir? Je n'ai que la détresse, des restes d'averse. Dis-moi, où est mon sourire sous le masque? Pourquoi vouloir faire rire quand je rate? Je n'ai que la détresse, des restes d'averse. En moi, en moi, en moi.
Encore un soir sous l'orage, je me maquille pour faire croire à mon miroir que tout va bien. Bravo. C'est une chanson de Marine, de la Starac. Ouais. Tu l'aimes beaucoup, tu l'aimes bien? J'adore cette chanson. Ça, tu l'adores? La prochaine gagnante de Bah ouais. l'Eurovision, soyons clairs. J'allais dire, Lançons un message à France Télé, elle est là. Vic, tu veux faire quoi plus tard? Tu sais ce que tu as envie de faire? J'aimerais, j'adorerais vraiment être chanteuse, mais j'aimerais beaucoup être vétérinaire et chanteuse à côté. Waouh, vétérinaire, chanteuse. Bah franchement, c'est tout le mal qu'on te souhaite, parce que franchement, c'est plutôt cool, c'est plutôt stylé. Ouais. À l'école, ça se passe comment? Ça se passe bien? T'es avec les copains, les copines? Ouais, Est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer d'ailleurs? À l'école, je pense que franchement, merci vraiment d'ailleurs à tout le monde au collège et tout ça, parce que c'est grâce à eux et tout, c'est eux qui me poussent aussi, donc vraiment merci. Mais je pense qu'au collège, vraiment, tout le monde m'aide vraiment, est super gentil, il y a, je pense, rien à améliorer, vraiment. T'as ils jamais eu de adaptent et tout. réflexion désagréable, par exemple, Non, de camarades? vraiment, Les non. gens sont hyper cool. Ouais. Franchement, on est grave content pour toi. Et on rappelle le titre de l'association Les Yeux de Vic, si vous souhaitez aider, les rejoindre, les soutenir, ou si vous souhaitez avoir des informations. Vic, c'est un vrai plaisir. Merci. Tu restes avec nous encore un petit peu? Parce qu'il y a un gentil docteur, l'urgentiste préféré. Oh là là. Non, je rigole. Le docteur Fabien Farge qu'on retrouve tout de suite. Avant ça, on a reçu la question de Nathalie, elle a 59 ans, et elle nous demande est-ce que le prolapsus de la vessie est réversible? Eh bien, Nathalie, nous répondrons à votre question et ainsi à celle de Morgane, Ingrid ou Christine dans quelques instants dans notre dossier du jour consacré au prolapsus. Docteur Fabien Farge, je rappelle que vous êtes médecin urgentiste spécialisé dans les interventions en milieu isolé et parfois hostile. Aujourd'hui, vous allez nous apprendre à retirer un insecte coincé dans l'oreille, puisque c'est plus fréquent que ce qu'on peut imaginer. Et 9%, c'est le pourcentage des consultations chez l'ORL pour enlever des corps étrangers dans l'oreille. Et sur ces 9%, on en a 4% avec des corps étrangers vivants, c'est juste pour dire que ce sont des insectes. Hein. Et par ordre de fréquence, ces insectes, on a les cafards, les mouches, les moustiques, les papillons et les araignées. Dans l'oreille. Cafard, c'est atroce. Ça, c'est Et la quand- mauvaise journée. Ah ouais. Et quand on peut se retrouver avec un insecte coincé dans l'oreille, c'est quoi c'est pas le chemin le plus simple? Il y a des facteurs de risque. Hein. Il suffit juste déjà de faire la sieste dans l'herbe, tout simplement. Voilà. Et puis dans les milieux ruraux, tropicaux, bien évidemment. Et puis les enfants, je ne sais pas pourquoi, c'est un grand mystère de l'humanité, pourquoi ils s'obstinent à se mettre des choses dans les dans le nez ou dans les oreilles. Voilà. Alors moi, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était un motard. Il était 3h du matin. Il y a un petit papillon qui est rentré entre la peau et le casque. Et puis ce papillon a continué à avancer jusqu'à trouver un endroit qui était trop bien pour lui. Et manque de bol, c'était le conduit auditif. Donc il est rentré dedans. Et le problème, c'est qu'arrivé au bout, ce papillon ne pouvait pas faire demi-tour. Et puis il faut savoir que les papillons ne peuvent pas faire marche arrière. Donc il se débattait à l'intérieur, ce qui était un moment assez étonnant pour ce patient. Ça devait être atroce. La sensation d'avoir un truc qui bouge, une bestiole dans l'oreille, ça va être horrible. Oui, alors c'est ça. Alors, il y a plusieurs conséquences. La première, c'est que ça peut saigner, puisque notre cafard peut gratter. Hein. Ça peut abîmer le tympan, donc on peut avoir des surdités, des douleurs aussi, bien évidemment. Et puis surtout, c'est le stress. C'est ce que décrivent tous les gens, c'est que cette impression de se faire manger de l'intérieur qu'ils décrivent tous. Hein. C'est assez désagréable. La façon la plus simple, c'est d'aller consulter un ORL et de retirer justement la bestiole. Et vous allez pouvoir nous commenter des images d'une petite bestiole coincée dans un conduit auditif. Alors là, pour le coup, c'est quand même une grosse bestiole. Donc c'est chez l'ORL, c'est avec un petit endoscope, donc du matériel spécialisé. Et là, avec une pince, il va le retirer tout doucement, et puis voilà, c'est un crabe. Pardon? On dirait un crabe. C'est un Non, cafard. c'est pas un crabe, c'est un mais petit on aurait dit cafard. Un petit papillon. Et voilà. pire Alors qu'une après, opération. on a d'autres techniques. On peut voir, par exemple, chez le médecin généraliste, qu'on peut faire à la maison avec des seringues, une seringue toute simple. C'est tout, une seringue? Comment on fait ça? Exactement. Alors, normalement, on va prendre une seringue un peu plus grosse, de 50 cc. Celle-là, elle fait juste 10 millilitres. Et on va mettre dedans de l'eau tiède, pas d'eau froide, parce que ça donne des vertiges, entre autres. Et puis, on va juste l'injecter dans l'oreille, dans le conduit auditif. L'idée est laquelle? C'est de noyer notre cafard pour qu'il arrête de s'accrocher et avec le courant qui est induit, le faire ressortir.
Ça marche plutôt pas mal. Le souci, c'est que, d'abord, si on veut attendre qu'un cafard se noie, il faut être patient. Parce que 7 heures, il tient. C'est pas vrai. Si, c'est le Jacques Mayol des insectes. Donc, il faut être... Alors, et si on attend qu'il meure de faim, ce sera 7 jours. Et puis, d'autre part, je suis pas convaincu qu'à la T'es là maison... pendant tout le 7 monde- heures avec, avec ta seringue. Et je suis pas sûr que tout le monde ait une seringue à la maison. Hein. Mais ça fonctionne. Avec de l'eau du robinet, tout simplement. Oui, exactement. Bon, De ça l'eau se du tente honnêtement, mais Oui. vous avez une autre technique qui est un peu plus rock'n'roll, on va dire. Voilà, exactement. Il faut être organisé. Il vous faut un stylo, tout simplement, et du fil de pêche, et puis, bien évidemment, un seau. Voilà, on va tout vous expliquer. Donc, ce qu'il va falloir faire, on enlève le capuchon, on va enlever la mine, bien évidemment, et ensuite, il va falloir couper notre stylo au quart distal, ça veut dire à l'extrémité, au niveau de l'extrémité. Donc, je l'ai fait avant de venir, parce que j'ai 2 mains gauches, je serais capable de me blesser. Donc, voilà. C'est rassurant vous avez pour ce que vous faites. C'est sûr, c'est votre préféré? Ouais, l'urgentiste voilà. qui a de main gauche. Comment elle est jalouse. Alors ensuite, vous allez prendre votre fil de pêche, voilà, et vous allez le mettre dans le stylo qui va vous servir de guide, de cathéter en quelque sorte, et vous allez faire une sorte de collet, de lasso, voilà, tout simplement. Voilà, le principe, il est là, et imaginons que notre stylo, notre capuchon, soit le cafard en question. L'idée, ça va être de le saisir au collet et de pouvoir le ressortir comme ça. C'est tout. Exactement. Alors, Versant, dans les faits, franchement. vous allez mettre ce cathéter dans le conduit auditif et ensuite on va pousser en essayant de longer le conduit auditif, d'accord? Et dès qu'on va arriver, on va sentir au bout, on va sentir une résistance quand on touche le fond, d'accord? On va pas blesser le tympan parce que comme vous le voyez, c'est une boucle, ok? Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on touche le fond? Eh ben, ça peut caler mieux ensuite. Donc, on va retirer tout doucement et en retirant, en essayant de centrer, on va retirer et on va attraper l'idée d'attraper la tête, une aile, une patte et on va retirer tout doucement notre cafard, voilà. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on fait du cafard ensuite? Le cafard, On on le le laisse mange. partir. On le laisse partir avec je dois avouer, une certaine mélancolie. Hein. C'est important. Mais si, parce non. que le propre du cafard, c'est de générer la mélancolie. C'est cadeau, c'est cadeau. Voilà. Et donc, on a bien compris avec le stylo, on a compris avec la seringue, mais vous êtes venu, d'ailleurs, je vous laisse peut-être l'ouvrir parce que c'est important pour la suite de la démonstration. Oui. Le seau, Oui. le seau, qu'est-ce qu'on va faire Alors, ce seau? le seau, en fait, pour cette chronique, en fait, il va servir à rien. Voilà, c'est juste pour présenter la chronique de la prochaine fois, qui sera comment réduire une luxation du coude avec un seau d'eau. Voilà, vous apprendrez ça. Voilà. Sacré Fabien Farge. Mais c'est pour ça que vous êtes le médecin dentiste préféré. Désolé, tellement Non, là, oui. on peut pas rivaliser avec lutter, ça. on peut pas lutter, Merci là. beaucoup Fabien. Vic, on te remercie vraiment. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux. Franchement, c'est un grave plaisir de t'avoir reçu et bravo pour ce que tu fais, bravo pour ta voix et bravo pour l'association. Les yeux de Vic, on le rappelle. Je te laisse retourner, non pas à l'école, tu vas profiter un peu de la journée quand même. Ouais, bon, on dit rien. faire, ouais, ouais, C'est grave, j'ai ouais, non, elle a allez, des tout de plans, suite. elle a des plans. Ouais, grave, bonne journée Vic. Et tout de suite, on prend le pouls de la France, direction l'Aude. Et nous allons vous faire découvrir son monument le plus célèbre, la citadelle de Carcassonne. L'association Portez-moi pour un rêve a décidé que personne ne devait rester en bas des marches. Elle permet donc à des personnes en situation de handicap de visiter les monuments. Reportage Géraldine Zamanski, Julie Ledru, Denis Moreau. Eh, bonjour. T'as bien dormi avec Casimir? Oui. Ouais. Leur rituel matinal est parfaitement rodé. Annick connaît par cœur les routines qui permettent à son petit frère de bien démarrer la journée. Elle l'a accueilli chez elle quand Pierre-Yves, alors en foyer, n'a pas supporté le décès de leurs parents. Et il n'y arrivait plus, il s'était laissé glisser. Il y avait vraiment besoin d'une stimulation quotidienne. Donc du coup, ça fait 13 ans en fait, voilà, que Pierre-Yves est à la maison. Et petit à petit, donc on fait beaucoup d'activités, de stimulation. Il arrive à avoir une vie, on va dire entre guillemets, comme tout le monde. Pierre-Yves souffre depuis la naissance d'un handicap moteur et cérébral. Pour lui redonner goût à la vie, Annick est devenue aidante familiale, experte en recherche de lieux accessibles en fauteuil. La prochaine fois, on mettra le tapis rouge. Hein. Et jusqu'à aujourd'hui, les portes du château de Carcassonne leur étaient fermées. C'est une association d'ambulanciers bénévoles qui va tout changer. Bonjour Annick, sa sœur. L'histoire, c'est qu'au départ, j'étais aidant de mes 18 à 28 ans et je suis devenu ambulancier au départ pour transporter ma maman. C'est arrivé trop tard, elle est décédée avant que je devienne ambulancier et lorsque j'ai
découvert ce métier, j'ai découvert tous les outils, tout le matériel qui était à disposition. Et c'est là que je me suis rendu compte de tout ce que j'aurais pu faire avec elle. Ces outils, Nicolas a donc décidé de les mettre au service de personnes en situation de handicap, comme Pierre-Yves et Sylvie, qui est aussi venue avec sa sœur. C'est la première fois que vous venez là? Pour le château, oui, parce que je ne peux pas y monter toute seule. Et du coup, on va voir ça aujourd'hui. 2, 3. Sylvie va découvrir le château royalement en chaise à porteur. Ça va Sylvie? Est-ce que c'est agréable? Ça va. Bon, parfait. Pierre-Yves, plus grand et plus lourd, va bénéficier d'un tout autre dispositif pour monter les 4 étages. Sa sœur le découvre avec l'aide des bénévoles. Ah, mais c'est génial. Je trouve ça fabuleux. Je suis bluffée. Voilà, autant de marches comme ça avec cet appareil, je connaissais pas du tout. Est-ce que tu étais déjà montée? Ah non. Eh oui, non. Voilà, donc c'est fabuleux. Hein. On réoriente le matériel d'évacuation, en fait. Donc on est capable d'évacuer une personne qui se casserait la jambe au sommet d'un monument. On a tous les appareils pour les faire descendre. Donc nous, on fait l'inverse. On les monte, voilà. Mais dans les escaliers trop étroits pour les chenilles, Pierre-Yves passe aussi au portage royal. Du coup, inquiète pour les forces des bénévoles, Sylvie insiste pour faire quelques pas. Sur des petites distances, je peux le faire, mais si on me soutient, parce qu'ils ont la journée à tenir encore. Donc, j'ai préféré faire ça. Heureusement qu'ils sont là. C'est bluffant. Sinon, on ne pourrait pas le faire. J'avais jamais Oui. visité le château. En général, je fais ce que Sylvie peut faire, donc on n'était pas venus. Oui. Donc c'est bien de le faire toutes les deux. Voilà. L'occasion d'apprendre enfin tous les secrets de cette cité née sur un site stratégique, renforcé par des remparts gallo-romains de plus d'1 kilomètre de long. La ville prend vraiment son essor au XIe siècle. Sont alors posées les premières pierres de la basilique et du château. Et il y aura bientôt d'autres visiteurs portés dans les moindres recoins de ces monuments grâce à l'association. Proposer des visites inclusives, c'est quelque chose qui est au centre de nos préoccupations aujourd'hui. On aimerait bien signer avec eux une convention pour 3 ans, avec un objectif de personnes portées tous les ans dans le monument pour permettre au plus grand nombre de découvrir quand même cette architecture qui vaut le coup. Et voilà, c'est fini. La prochaine fois, on te fait visiter quoi? Tu veux voir quoi la prochaine fois? Vous prenez l'abonnement? Oui. Ouais. Vraiment, j'ai trouvé ça spectaculaire. J'avoue que j'étais un peu coincée au niveau des monuments et par le biais de cette association et de tous les bénévoles, là, c'est génial. Voilà, merci. Créée dans la Drôme, l'association trouve des volontaires dans toute la France pour faire aussi visiter le Mont-Saint-Michel, le Château d'If ou les tours de Notre-Dame. Et l'association commence vendredi un Tour de France des monuments. Il reste d'ailleurs quelques places. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, accueil@portez-moi.un-rêve.fr. Et tout de suite, c'est Rim qui répond à toutes vos questions. C'est Nicolas qui nous a écrit en nous demandant « Pouvez-vous nous parler plus en détail du don de moelle osseuse? Qui peut faire le don et est-ce douloureux? J'aimerais pouvoir aider. » Alors cette question, elle a une histoire derrière. Vous avez probablement entendu parler ces dernières semaines du petit Elio. Donc cet enfant, il a 4 ans, il est touché par une leucémie rare. Et ses parents ont fait un appel sur les réseaux sociaux qui a été énormément partagé, énormément entendu, pour trouver un donneur compatible. Et c'est suite à cela que Nicolas nous a écrit. Alors, c'est une histoire qui, moi, personnellement, elle m'a bouleversée et qui rappelle que pour Elio, comme pour des milliers de patients atteints de pathologies du sang, leucémie, lymphome, eh bien, tout repose sur une chose, c'est de trouver un donneur compatible. Mais les chances sont faibles, puisque, hors famille, eh bien, on a une chance sur 1 million de trouver quelqu'un de compatible, d'où l'importance d'avoir beaucoup de donneurs et d'où l'importance d'en parler aujourd'hui. Parce que le système de compatibilité dans le don de moelle osseuse est extrêmement complexe, alors que dans le groupe sanguin, c'est plutôt simple, d'où la probabilité assez faible. Et c'est d'ailleurs un don sur lequel il existe beaucoup d'idées reçues, avec des choses qui font peur, mais à tort en réalité. Exactement, on imagine qu'on va avoir mal, qu'on va forcément avoir une ponction dans la moelle épinière, on confond un peu les choses, que c'est dangereux, mais en réalité, vous le disiez, ça fait beaucoup moins peur que ce qu'on pense. Déjà parce qu'on ne touche pas à votre moelle épinière, on va vous préparer
prélever des cellules dans le sang via, la plupart du temps, un don du sang et plus rarement dans l'os du bassin. Mais c'est une opération qui est très bien tolérée, très bien encadrée. Donc, vous voyez, ce n'est pas si effrayant que ça. Et la moelle épinière n'a strictement rien à voir. La moelle épinière passe dans le dos, la colonne vertébrale, et la moelle osseuse, c'est au niveau des extrémités des os. Concrètement, comment on fait pour savoir si justement on peut être un donneur compatible? Oui, alors on a c'est dit finalement... une chance sur 1 million. Oui, c'est finalement assez simple. Voilà, si comme Nicolas, vous aimeriez vous inscrire, eh bien, il y a une condition, c'est que vous devez avoir entre 18 et 35 ans. Pour le faire, il faut aller en ligne sur un site très bien fait, dondemoelleosseuse.fr. Là, vous allez recevoir un kit à la maison et vous voyez, c'est assez simple. Vous allez faire un prélèvement salivaire pour savoir si vous êtes en bonne santé. Alors, dans quelques cas, il y aura une prise de sang à faire, mais c'est assez rare. Vous répondez à un questionnaire pour voir, voilà, si vous allez bien. Donc, finalement, là, vous allez être inscrit sur les registres. Parfois, on vous contactera vraiment longtemps après, puisqu'en moyenne, c'est 8 ans d'attente avant d'être appelé. Parfois, on ne vous contactera jamais, car il n'y a pas de compatibilité. Mais dans certains cas, et là, c'est plutôt une très bonne nouvelle, puisque vous allez pouvoir aider, on va vous appeler. Dans 8 cas sur 10, eh bien, vous allez tout simplement faire un don du sang. Donc, vous voyez, c'est vraiment facile. Et puis, dans 2 cas sur 10, c'est le prélèvement dans les os du bassin dont je parlais tout à l'heure, qui est quelque chose, voilà, d'assez, même de très bien supporté. Et on peut vous appeler, vous pouvez donner jusqu'à vos 60 ans. Mais à ce jour, malheureusement, on manque encore de donneurs malgré les relais qu'on peut faire dans la presse. Oui, exactement. C'est vrai qu'il y a eu une forte hausse des dons ces derniers temps, et notamment après l'appel des parents d'Elio, mais la France manque encore de donneurs. Alors, en priorité, les centres de dons, ce dont ils auraient besoin, ce sont des dons d'hommes et d'hommes jeunes notamment, et de personnes aussi issues de la diversité. Tout ça pour multiplier les chances de compatibilité. Des milliers de patients ont aujourd'hui vraiment besoin de ces dons qui sont assez faciles à faire si on le souhaite. Et vous rappelez le site, justement, si on souhaite être donneur de Donc dons de moelle. c'est dondemoelleosseuse.fr et tout est hyper bien expliqué sur le site. Eh bien, merci Rim de toutes ces explications et précisions nécessaires. Comment on fait pour vous envoyer les prochaines questions d'ailleurs? Oui, alors rim@allodocteur.fr et WhatsApp 06 58 75 04 71. On passe à notre dossier du jour. C'est un problème encore tabou et pourtant, il concernerait une femme sur 3 au cours de sa vie. On vous parle maintenant de la descente d'organes ou encore prolapsus, car oui, il est important d'en parler car des solutions existent. On répond à toutes vos questions avec notre spécialiste. Et nous sommes ravis d'accueillir le docteur Sophie Hurel, chirurgienne, urologue à l'hôpital européen Georges Pompidou, c'est la PHP. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez encore nous envoyer toutes vos questions par SMS au 41 555. On a dit prolapsus, une femme sur 3 au cours de sa vie. C'est-à-dire que les hommes, globalement, sont plutôt épargnés? Non, parce que les hommes n'ont pas de vagin. Donc, ils n'ont pas ce trou de faiblesse, en fait, au niveau du périnée. Donc, les hommes n'ont pas de prolapsus. Mais ça peut exister par le rectum. Voilà, par le rectum. Oui, mais c'est quand même beaucoup plus rare. D'accord. Parce que donc on a parlé de prolapsus du rectum, du vagin, il y a la vessie, c'est ça en plus? Exactement. Donc on a 3 organes qui potentiellement... Exactement, qui peuvent sortir par la cavité vaginale. Alors, on a préparé justement une petite infographie pour qu'on puisse expliquer l'anatomie et comprendre les symptômes associés en fonction du prolapsus. Est-ce que vous pouvez aller au tableau nous commenter peut-être ce qu'il y a normal et puis les 3 types de prolapsus dont on va parler aujourd'hui? Je pense que c'est intéressant de commenter ce schéma parce que c'est vrai que quand les patientes viennent nous voir, en fait, souvent elles nous disent « j'ai une boule qui sort ». La question c'est quel organe en fait concerne cette boule, et donc il faut examiner les patientes attentivement pour savoir. Donc là, vous voyez, on a une coupe en fait, une coupe sagittale exactement, qui nous montre les 3 organes qui composent la cavité abdominale, enfin, la cavité pelvienne, la vessie, l'utérus et le rectum. Et vous voyez, en fait, ces 3 organes peuvent descendre, soit l'un, soit 2, soit les 3. Donc vous pouvez avoir en fait la vessie qui va basculer en fait dans la face antérieure du vagin, la partie postérieure de la vessie, c'est ce qu'on appelle la cystocèle. Vous pouvez avoir également l'utérus en fait qui va descendre tout droit au niveau de la cavité vaginale et ce qu'on appelle l'hystérocèle ou l'hystéroptose. Et enfin, vous pouvez avoir la face antérieure du rectum qui bascule dans la face postérieure du vagin et là, ce sera une rectocèle. Et donc, on peut avoir soit 1, soit 2, soit 3 de ces organes qui descendent. Et justement, on a Nathalie qui nous demande si le prolapsus de la vessie est réversible. Elle précise qu'elle a 59 ans. C'est pas une question d'âge, c'est une question surtout de
d'extériorisation du prolapsus. En fait, sur un tout petit prolapsus, effectivement, en faisant de la rééducation pelvienne bien conduite, on peut soit remonter un tout petit peu, en tout cas faire disparaître les symptômes. Mais c'est vrai que sur des prolapsus très extériorisés, là, ça ne suffira pas. Alors, on va parler dans quelques instants de la rééducation et en quoi ça consiste. Mais on a Morgane qui nous dit, mais quels sont les premiers signes qui doivent alerter? Parce que vous avez dit, à un stade initial, on peut peut-être corriger les choses avec la rééducation, mais à partir de quand on se dit, tiens, il se passe quelque chose? Vous avez parlé de la boule? Ouais, c'est ça. Ça, c'est le premier signe clinique d'appel des patients, c'est-à-dire une sensation de boule vaginale, notamment en fin de journée. Par exemple, après une journée où on a beaucoup marché, sous la douche, les patientes sentent quelque chose, même parfois ça les panique, et donc elles arrivent très, très paniquées à nos consultations. Et pourquoi? Parce qu'elles pensent que c'est une tumeur, qu'il y a un truc qui a poussé, non? Ça fait un petit peu bizarre, je pense qu'on prend sa douche et que quelque chose qui n'était pas là est là. Et après, on peut avoir, ça peut être de façon un petit peu plus insidieuse, c'est-à-dire que par exemple, si on a notamment une cystocèle prédominante, on peut avoir des signes où on a envie d'aller uriner plus souvent, ou quand on a envie d'y aller, il faut y aller tout de suite, il faut se dépêcher. Ça peut être le début d'une cystocèle qui n'est pas forcément chirurgicale parce qu'on ne sent pas la boule, mais en tout cas, ça peut être un signe d'appel. Cystocèle, je précise juste que c'est la vessie du coup qui descend. La vessie qui descend. C'est à partir de n'importe quel âge? Ça peut arriver. C'est quand même plutôt dans la deuxième partie de la vie. Et le premier facteur, alors il y a plein de facteurs de risque, mais le premier facteur de risque, c'est quand même les accouchements par voie basse. D'accord. Vous dites deuxième partie de la vie, vous la commencez à partir de quand, vous, la deuxième partie de la vie 50. 50, non mais voilà, mais c'est pour donner un chiffre justement. On n'est pas à 30, 40, je sais pas, c'est pour donner un repère. Plus je vieillis, plus je l'éloigne, la deuxième partie. Et quand on ressent ces premiers symptômes, on va voir quel médecin? Est-ce qu'un gynécologue peut déjà nous indiquer, ou le généraliste? Alors, tout simplement? Le gynécologue peut tout à fait prendre en charge les prolapsus de la même façon que l'urologue. En général, ça commence par le généraliste. Il peut prescrire la rééducation qui sera le premier traitement et qui sera le traitement médical. Et même certains généralistes, moi je travaille beaucoup avec les généralistes de notre quartier et notamment je les ai formés beaucoup au PCR, donc ils peuvent aussi proposer tous les traitements médicaux si ça les intéresse, parce que ça reste quand même assez spécialisé pour un médecin généraliste, mais il y en a quand même pas mal qui font de la gynéco maintenant, les médecins généralistes, donc du coup ils sont quand même de plus en plus intéressés. Donc vous êtes, pardon, excusez-moi. Oui, pardon. Est-ce que la perte de poids est importante dans le traitement de ça? Est-ce que c'est un facteur de risque? Alors non, le surpoids est un facteur de risque, clairement. La perte de poids, ce sont des pertes de poids très brutales, en fait. Notamment sur des chirurgies de l'obésité, effectivement, on peut en voir. Mais le surpoids est un facteur de risque, est un facteur de complication et est un facteur de récidive. Donc il faut quand même... donc on a dit accouchement à voie basse comme facteur de risque, le surpoids, l'obésité. On nous demande la question de la toux chronique ou du sport intensif. Exactement. Donc en fait, tout ce qui va être ce qu'on appelle manœuvre de Valsalva, c'est-à-dire en fait, quand on va bloquer et on va contracter les abdominaux sans protéger le périnée, c'est-à-dire sans contracter le périnée avant, tous ces facteurs-là, ça va créer une hyperpression et donc ça va favoriser le prolapsus. Du coup, les jeunes qu'on voit à la salle de sport qui poussent très lourd sur les jambes, c'est-à-dire que si elles ne respirent pas très bien, elles peuvent s'exposer à des prolapsus. Exactement, c'est pour ça que normalement, il faut avoir des coachs bien formés et verrouiller le périnée avant de faire des squats. Et voilà. Donc c'est important, c'est de la prévention. Et la course, ça peut avoir une incidence? Alors, il y a pas mal d'études sur sport, prolapsus, incontinence. Alors, en fait, ça dépend ce qu'on entend comme sport. C'est-à-dire, si on fait le sport tranquillou, le petit jogging 2 fois par semaine, c'est plutôt vraiment bénéfique pour tout. Mais après, si vous êtes sportif de haut niveau, effectivement, il faut faire un peu plus attention. Mais normalement, pareil, vous avez des préparateurs sportifs qui vont vous permettre de faire tout ce qui est prévention. On va montrer dans quelques instants un reportage au bloc opératoire. Mais avant la chirurgie, vous avez parlé de rééducation. Ça consiste en quoi? Qu'est-ce qu'on fait? La rééducation, en fait, on va renforcer les muscles du plancher pelvien qui vont permettre de remonter un tout petit peu sur des prolapsus non extériorisés, c'est-à-dire quand ça affleure. Donc on fait quoi? On va chez la sage-femme, le kiné? On va chez la sage-femme ou le kiné, avec en général des kinés qui ont une surspécialisation en statique pelvienne. En fait, ça permet de faire diminuer les symptômes. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est les symptômes. En fait, c'est pas la boule en tant que telle. La boule, si elle sort pas, elle n'est pas censée trop gêner, en fait. Et la rééducation, on fait quoi concrètement? C'est comme quand on fait la rééducation du périnée? C'est comme quand on fait la rééducation du périnée. Et aussi, pareil, apprendre à protéger son périnée. C'est-à-dire, avant de contracter fort ses abdos, contracter le périnée avant. Ça, on peut le faire même en prévention, nous, faire des exercices, se retenir de quand faire on connaît bien son périnée, ouais. Je connais très bien mon périnée. C'est ça. non, mais je vous dis ça parce que parfois, moi, j'ai des patientes que j'examine et je leur dis, par exemple, je leur fais un toucher vaginal et je leur demande de contracter pour faire ce qu'on appelle un testing périnéal. Il y a soit celles où on sent rien du tout, mais il y en a qui poussent.
par exemple. Ah oui, mais je C'est ça, ça s'appelle l'inversion de commande. Donc c'est-à-dire que tout le monde ne connaît pas son périnée, c'est pas forcément inné, donc c'est quand même bien. La rééducation passe également par ça, c'est pas simplement contracter fort, c'est déjà apprendre à contracter. Et savoir quoi contracter, en fait. Donc c'est pour ça que c'est important, et aussi savoir respirer et savoir protéger en fait son périnée, savoir respirer aussi. C'est un caisson, en fait. On le fait pas tout seul, en fait. Il faut être quand même au début. Il faut être quand même un petit peu formé. Oui, parce que tout ce qui est application et smartphone ou petits gadgets, en tout cas en complément, je pense, d'un vrai kiné. Alors, vous êtes venu également avec des petits dispositifs dont on va parler dans quelques instants pour aider en cas de prolapsus. Et avant ça, on a un reportage, puisque lorsque le prolapsus devient plus sévère et que le PCR dont on va parler et la rééducation ne suffisent pas, on peut envisager une opération. C'était d'ailleurs la question de Nadine qui nous dit quand est-ce qu'on doit envisager une opération. Eh bien, l'une des plus courantes consiste à poser une prothèse en passant par voie abdominale. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage réalisé au bloc opératoire par Joanne Mavière, Alexandre Delaval et Isalan Azenkot. Alors attention, vous avez l'habitude, mais ce sont des images de chirurgie. Ce matin-là, le docteur Lameau se prépare pour une intervention délicate sur une patiente de 75 ans, souffrant d'un prolapsus. Donc là, en avant, on a la vessie qui est là, qu'on va voir s'affaisser lors des efforts de poussée. Ce qui va en résulter, c'est une sensation de boule intravaginale qui va être désagréable au quotidien, qui peut se majorer au fur et à mesure de la journée ou lors de certains efforts de port de charge, avec une boule qui peut aller jusqu'à l'extériorisation et des difficultés pour uriner. Est-ce que je peux inciser ? Incision. Pour soulager la patiente et remonter la vessie et l'utérus qui descendent, une prothèse va lui être posée par célioscopie. On est en train d'installer les trocars. C'est par là qu'on va rentrer nos instruments. La chirurgienne commence par libérer la zone où sera installée la prothèse. On va séparer la vessie de l'utérus, puis séparer la vessie du vagin, progressivement, ce qui va nous permettre de disséquer la zone d'intérêt, la zone sur laquelle on va poser la prothèse. Il faut faire attention aux organes de voisinage. La vessie et le vagin sont soigneusement préservés. Une fois la dissection terminée, la prothèse pourra être insérée dans l'abdomen de la patiente. Donc c'est du polypropylène, c'est du matériel qui est non résorbable, qui est très solide en termes de tension et de traction. Et la prothèse va être complètement prise dans les tissus et c'est ce qui va faire la solidité de la prothèse dans le temps. Ça va venir effectivement soutenir les organes et les remettre en tension pour les remettre en position anatomique. Il y a un effet de traction et de soutien. Vas-y, avance les yeux, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me rétroverser un poil plus ? Ouais, super, merci beaucoup. Depuis 1 an, la pose de ces prothèses est strictement encadrée par la loi. Plusieurs patientes ont souffert de douleurs très invalidantes, mais cette intervention est parfois la seule solution. L'objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie des patients. Donc la chirurgie, elle va intervenir que si la qualité de vie est très entachée. Si la qualité de vie est très entachée, le résultat, le bénéfice pour la patiente, il sera intéressant. Donc on va faire 6 à 8 points. La prothèse est d'abord cousue sur le vagin, puis l'autre extrémité est fixée au sommet du sacrum. Elle est ensuite enfouie dans l'abdomen, mais toujours à l'extérieur du péritoine, la membrane qui enveloppe les viscères. On ne peut pas laisser la prothèse au milieu du ventre pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a les anses digestives qui vont venir s'enrouler autour et donc on risque une occlusion. Et ensuite, s'il y a une infection dans le ventre, la prothèse va s'infecter. Donc on l'isole du reste de la cavité péritonéale. Donc là, on met la prothèse en tension pour s'assurer que la prothèse tient bien au vagin, à l'utérus et que notre correction anatomique est qualitative. Et l'utérus est remonté et la vessie et le vagin sont retendus avec la vessie qui est en suspension sur la prothèse qui permet la traction et donc le maintien des organes. On a terminé cette intervention. Après cette opération, les patientes peuvent rentrer chez elles le soir même. Seule recommandation, éviter le port de charge pendant plusieurs semaines. On va répondre à la question de Claudine qui nous demande si la pose d'un PCR est une solution durable ou temporaire. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est un PCR et comment ça se pose ? Alors,
ça se pose soit chez l'urologue, soit le gynécologue. Donc la PCR, c'est il existe plusieurs formes. Donc ça, ce sont des PCR de comblement, c'est-à-dire des PCR qui vont combler toute la cavité abdominale. Et ça, ce sont des PCR de soutien. Et en fait, on les met dans le vagin. Donc pour les PCR anneaux, on les plie comme ça et on les rentre au niveau du vagin. Ils vont se fixer en arrière de la symphyse pubienne et sur les muscles releveurs, en fait, en travers. De toute façon, on ne peut pas faire d'erreur. Si on peut se le mettre tout seul, on l'enfonce le plus possible, on ne peut pas faire d'erreur. Et ça va permettre de réduire le prolapsus. Donc ça peut être complètement une solution au long terme, ou alors ça peut être une solution en attendant la chirurgie, si on a un prolapsus qui est trop extériorisé, qui est trop gênant dans la vie quotidienne. Mais on le garde 24 heures sur 24 ? Alors, ceux-là, les PCR, tout ce qui est PCR de comblement, il faut les enlever tous les jours. Donc il faut le faire soi-même. Les PCR de soutien, on peut les garder en permanence pendant 8 semaines. Il faut juste toutes les 8 semaines l'enlever, le nettoyer et le remettre. Et on nous demande à partir de quand on parle d'une descente d'organes significative, c'est-à-dire à partir de quand ça ne marche plus? Moi, je dirais à partir de quand on est gêné. C'est-à-dire que j'ai pas mal de patientes qui viennent me voir en fait en me disant « Mon gynécologue m'a dit que j'avais une descente d'organes. » Je dis « Mais et ça vous gêne ?» Non. Bah alors en fait, on n'en parle pas. Enfin, on peut faire un peu de kiné, mais en tout cas, je pense qu'il faut parler de descente d'organes à partir du moment où ça gêne la patiente. Sandrine nous demande si une descente d'organes peut apparaître plusieurs années après un accouchement. Ah oui, tout à fait. Avec donc l'accouchement, plus la constipation chronique, plus le fait de porter des charges lourdes, plus tous ces facteurs-là, effectivement, ça peut sans problème apparaître plusieurs années après. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la vie sexuelle, par exemple? Parce qu'on nous demande, est-ce qu'on peut continuer à avoir une vie normale, sport et sexualité, avec une descente d'organes? Parce qu'on se dit, s'il y a un prolapsus... Sport, je dirais... On peut tout à fait en mettant un PCR, mais c'est vrai que si on ne met pas de PCR, ça va peser en fait. Ça fait faire un avoir des rapports sexuels avec les PCR. Oui, avec ceux-là. Pas avec les PCR de comblement, mais avec cela, on peut avoir des rapports sexuels avec. Et après, pour ce qui est de la sexualité, en fait, en position horizontale, le prolapsus ne gêne pas trop. Donc, je dirais que ça ne gêne pas vraiment pendant les rapports. Il y a aussi quelque chose que je voudrais dire, un prolapsus, ça ne fait pas mal. S'il y a des douleurs, pendant les rapports ou pas, mais en général, s'il y a des douleurs, c'est qu'il faut chercher autre chose. Enfin, en tout cas. Vous avez dit qu'en position allongée, on n'est pas trop gêné. On a à l'inverse Nathalie qui nous demande, est-ce que c'est normal de ressentir de la gêne en position debout prolongée? Mais oui, forcément. Et d'ailleurs, c'est quand on examine un prolapsus, si moi j'examine une dame à 10h du matin, si je l'examine après une journée de courses, de shopping, aller chercher les enfants à 18h de travail, en fait, son prolapsus va être plus descendu. Il va évoluer en fait au fur et à mesure de la journée. On a parlé de prolapsus chez les femmes. On a dit que les hommes pouvaient avoir un prolapsus au niveau du rectum. Alors, on a Loïc qui nous dit, mais comment on fait la différence entre un prolapsus anal et de simples hémorroïdes? Parce qu'en gros, on va se dire, on va avoir une boule qui sort. Ouais, bien pas, on va plutôt voir le gastro pour ça. Je pense que les hémorroïdes, ça fait des petites boules. Et vraiment, le prolapsus anal, en fait, c'est le rectum qui sort comme une chaussette, comme une petite trompe. Oui, l'analogie, effectivement. Je pense que on a tous l'image et vous penserez à nous demain quand vous mettrez vos chaussettes le matin. Vous pensez au docteur Sophie Hurel. On a Denise qui a 75 ans. Elle nous demande, est-ce qu'il est possible de stabiliser un prolapsus vésical ou de le faire regresser? Denise, elle précise, et c'est rare, mais son âge, elle a 75 ans. Et ça sous-entend, jusqu'à quel âge en fait on peut encore se faire traiter d'un prolapsus? Alors, il n'y a pas vraiment d'âge. Donc, notamment, on peut proposer des chirurgies par voie basse, très simples, sans pose de matériel prothétique, qui sont très peu comorbides. Donc, il n'y a pas vraiment d'âge. Je dirais que... En fait, on peut stabiliser un prolapsus s'il n'est pas très important. Et alors après, je peux vous répondre que par la littérature, en fait. Mais on voit sur des grosses séries de patientes qui ont été suivies pendant 10 ans, en fait, il y en a un tiers qu'on opère. Donc, il y en a 2 tiers qui ont un prolapsus qu'on n'opère pas. Alors, est-ce que c'est parce que ce sont des perdus de vue ou est-ce que c'est parce que ça s'est stabilisé? Je ne peux pas répondre à cette question. Mais en tout cas, on n'opère pas tout le monde, même avec un prolapsus qui a consulté une fois. Alors, Sophie nous dit, j'ai honte d'en parler. Est-ce fréquent et comment en parler à son médecin? Il y a encore un tabou sur le prolapsus? Les patientes n'osent pas consulter? Je pense un petit peu moins, grâce à vos émissions, grâce au fait qu'on martèle que la prévalence, c'est-à-dire la pénétration dans la population féminine, elle est importante. Donc je pense de moins en moins. Mais c'est vrai que tous ces tabous autour de la zone pelvienne, de l'incontinence, du prolapsus sont encore assez marqués. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler. Denise, en 10 secondes, on peut traiter plusieurs prolapsus?
Parce que... Oui, quand vous faites la chirurgie que vous avez montrée, ça s'appelle une promontofixation. Alors, c'est une promontofixation antérieure en utilisant une seule prothèse. Vous traitez et la descente d'organes de la vessie, la cystocèle et la descente de l'utérus dans le même temps. On peut faire, lors de la même intervention, également, on peut traiter le rectum en mettant une autre prothèse, ce qui rallonge à peu près d'un 45 minutes la durée opératoire. Denise, faites-vous aider et allez consulter votre médecin. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Rim, Fabien et Nora, c'est un plaisir. Merci à vous. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Demain, on répond à toutes vos questions autour des œufs, car c'est probablement le meilleur aliment qui existe. Je vous souhaite une excellente journée sur France 5 et je vous dis à demain.